1773 comme le nombre de Palestiniens tués à Gaza depuis la fin du mois de mai, alors qu'ils attendaient de recevoir de la nourriture, selon les Nations Unies. Ce vendredi, ce sont 11 personnes qui ont été tuées d'après la défense civile. Les bombardements, les coups de feu et la famine qui s'installent. Face à l'urgence, Paris mène ce vendredi, avec l'aide de la Jordanie, une opération de largage d'aide humanitaire. Bonjour à vous, Claire Duhamel. Vous êtes l'envoyée spéciale de France 24 en Jordanie. Claire, vous étiez à bord du vol. Vous êtes arrivée sur une base militaire près de Zarqa. Cette aide, elle est avant tout symbolique, Claire? Bonjour Nabia, oui on est ici sur une base militaire à proximité d'Amman et on a suivi cette opération de largage d'aide humanitaire sur la bande de Gaza. Alors vous pouvez voir derrière moi 2 avions qui sont toujours positionnés sur le tarmac. Il y a eu en tout 7 avions qui se sont dirigés sur la bande de Gaza, vers la bande de Gaza. Nous étions dans l'avion affrété par la Jordanie. On a vu une vingtaine de cagettes d'aide humanitaire jetées sur la bande de Gaza avec des petits parachutes. Les militaires jordaniens nous ont dit que eux, la Jordanie se concentre désormais sur le lait en poudre, puisqu'on sait que c'est quelque chose qui manque énormément dans la bande de Gaza. Mais vous l'évoquiez, eh bien, cette aide humanitaire larguée par les airs, c'est un petit peu comme un pansement sur une jambe de bois. Elle est en quelque sorte symbolique, puisque en nombre, eh bien, cela représente très peu d'aide humanitaire pour nourrir 2,3 millions de personnes. Et puis les Palestiniens de Gaza nous disent que obtenir cette aide pour eux, c'est dangereux, qu'il y a souvent des parachutes qui dysfonctionnent, il y a des morts parfois qui sont tués par ces cagettes d'aide alimentaire. Et puis il y a aussi des mouvements de foule. Les Palestiniens se ruent sur les endroits où ils voient ces parachutes tomber sur la bande de Gaza. Les militaires jordaniens nous ont dit que pour eux c'était important de faire quelque chose pour Gaza, mais ici personne n'est dupe. Tout le monde se rend bien compte que cette aide humanitaire elle est avant tout symbolique. La bande de Gaza, Claire, vous avez pu la voir, l'apercevoir depuis le ciel. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'avez-vous vu, observé? Bien Nabia, vous savez, ça n'a duré que quelques minutes seulement lorsque les portes de cet avion militaire se sont entr'ouvertes et que l'aide humanitaire a été envoyée par ces parachutes. Ce qu'on a vu, eh bien, c'est des bâtiments principalement détruits. Alors on ne pouvait pas évidemment s'approcher de l'endroit ouvert de l'avion. On était à l'arrière de l'avion. Difficile donc de discerner réellement des détails de la bande de Gaza détruite. Mais une chose importante à noter, c'est que les militaires jordaniens ne nous ont pas permis de filmer ces destructions de la bande de Gaza. Ils nous ont dit que c'était un sujet sensible, qu'ils avaient ordre des Israéliens de ne pas permettre à ce que des images soient faites pour montrer l'état de dévastation de Gaza après 21 mois de guerre. Selon les Nations Unies, qui s'appuient sur des images satellites notamment, ce serait environ 70% des bâtiments de Gaza qui seraient détruits ou endommagés depuis le début de cette guerre. On a pu l'apercevoir quelques minutes lors de l'ouverture de cet avion, mais malheureusement pas plus longtemps que cela, puisque ces opérations sont quand même très limitées dans le temps. Merci beaucoup Claire Duhamel, envoyée spéciale de France 24 en Jordanie sur cette base militaire près d'Amman. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et on accueille tout de suite notre invité, c'est vous Jean-Guy Watteau. Bonjour à vous, vous êtes coordinateur d'urgence de MSF à Gaza. Vous êtes, vous, dans la bande de Gaza, ce territoire auquel les autorités israéliennes ne donnent absolument pas accès à la presse. Alors avant de vous faire dans un second temps réagir à ces opérations de largage militaire, vous voulez bien nous dire, Jean-Guy Watteau, c'est important de vous entendre à ce sujet, ce que vous voyez depuis le début de votre mission dans l'enclave palestinienne? Oui, tout à fait. Je vais commencer par dire qu'on a vraiment besoin de journalistes internationaux, de reporters internationaux qui viennent à Gaza pour rendre compte de ce que s'y passe. C'est incroyable dans une large mesure, et nous essayons de vous le raconter, mais enfin, ça ne remplacera pas la présence des journalistes. Il y a une situation aujourd'hui de violence extrême, toujours, avec à la fois des bombardements israéliens qui ont légèrement diminué en intensité ces derniers jours. C'est vrai, mais enfin qui reste très important. Il y a des situations de violence autour des sites de distribution de nourriture, ceux qui sont organisés par la Gaza Humanitarian Foundation, cette organisation américaine, où chaque jour des Palestiniens affamés se rendent pour essayer de récupérer un sac de farine, des boîtes de haricots, et se font tirer dessus comme des lapins par l'armée israélienne, sans que l'armée d'ailleurs ne soit
provoqués pour le faire. Donc cette situation de violence, elle est intolérable. Et la première chose que demandent tous les Palestiniens, et MSF avec eux, c'est un cessez-le-feu. Et puis il y a la deuxième situation dont on parle depuis quelques jours, c'est la famine. Ça fait 5 mois qu'il n'y a pas assez de nourriture qui rentre dans la bande de Gaza. Pendant 2 mois, il n'y a eu rien. Et pendant 3 mois, il y a eu à peu près la moitié des besoins quotidiens des Palestiniens qui ont été autorisés par le gouvernement israélien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une famine, c'est tout sauf une surprise. Et pour rectifier ça, il suffirait au gouvernement israélien d'ouvrir les routes, d'ouvrir l'accès à l'aide humanitaire de manière beaucoup plus large pour qu'on puisse commencer à résorber ceci. Les largages aériens qui ont commencé il y a quelques jours ne permettront pas de résoudre cette situation et sont, il me semble, une opération de poudre aux yeux. Alors, de l'aveu même du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Guy Vateau, il le disait, Jean-Noël Barrot, c'est insuffisant, il le reconnaît, mais cette aide larguée par le ciel, elle a tout de même le mérite d'exister. Je vous ferai réagir ensuite sur les dangers qu'elle représente. Mais elle a le mérite d'exister aujourd'hui ? Écoutez, ça fait rire les enfants. Voilà ce que je peux vous dire sur cette aide humanitaire. Mais ça ne fait pas rire grand monde d'autre. L'aide humanitaire qui va être larguée par la France, il me semble que c'est 40 tonnes, j'ai cru lire dans la presse, c'est-à-dire l'équivalent de 2 camions. Voilà. Des camions, il en faut 400 à 500 chaque jour pour nourrir la bande de Gaza. Donc il s'agit vraiment d'un acte qu'on peut appeler symbolique. Si on veut être gentil, mais qu'on peut appeler également de l'enfumage, si on veut être un peu moins gentil. Est-ce qu'il faudrait procéder différemment ? Des membres de la société civile ont tenté, par la mer, je fais allusion aux flottilles de la liberté, d'acheminer de l'aide humanitaire. Est-ce que ça, selon vous, ce serait envisageable de passer par la mer et pas de larguer par voie aérienne avec tous les dangers que ça représente ? Oui, pas du tout, et pour les mêmes raisons. Il n'y a pas d'empêchement de l'accès routier à Gaza. Le seul empêchement qui existe, c'est le blocus parfois, du gouvernement israélien. Tant que le gouvernement israélien organisera un blocus routier, évidemment, il organisera également un blocus maritime. Il n'y a pas besoin d'amener de la nourriture par la mer ou par les airs. Il faut utiliser le réseau routier. C'est une question non pas logistique, mais de volonté politique. Quand vous dites que c'est une question de volonté politique, qu'est-ce qu'il faudrait faire très concrètement ? Forcer le passage ? Ça, certainement pas. Enfin, la bande de Gaza. Alors déjà, quand je parle de la bande de Gaza, on parle de ce qu'il en reste. La population de Gaza est aujourd'hui regroupée sur 45 km². C'est ce qui a été laissé à la population en zone soi-disant sûre pour se réfugier. 45 km², c'est la ville de Compiègne. Voilà, il y a 2 millions d'habitants sur le territoire de la ville de Compiègne. Donc il faudrait d'abord un cessez-le-feu. Rien de significatif ne pourra se faire sans un cessez-le-feu. Ça reste quand même le plus grave problème aujourd'hui, le plus grave danger auquel sont confrontés les Palestiniens. Et dans un deuxième temps, ou en même temps, il faut ouvrir les portes routières à l'aide alimentaire et à l'aide de toutes sortes, l'aide médicale par exemple. Je reviens en tout cas à ces aides alimentaires, à ces denrées larguées par le ciel. Certains médecins ont alerté aussi sur la nécessité d'un accompagnement. Des corps dénutris depuis plusieurs semaines ne peuvent pas consommer cette aide sans être accompagnés. Est-ce que vous le voyez ? Est-ce que c'est aussi l'alerte que vous lancez aujourd'hui ? Tout à fait. On a donc depuis 5 mois, de façon volontaire, pas assez de nourriture qui est rentrée. Une famine s'ensuit. Les classes populaires et les enfants notamment sont les plus touchés. On a vu les admissions pour malnutrition sévère augmenter de 4 fois lors des 2 derniers mois. Pour traiter ces enfants, il nous faut des produits thérapeutiques spécialisés qu'on a toujours autant de mal à faire rentrer dans la bande de Gaza. Donc nos médecins sont un peu démunis pour pouvoir admettre le nombre de patients et notamment d'enfants qui le nécessiteraient. Et qu'en est-il de l'évacuation justement des patients qui ont besoin d'une prise en charge d'urgence ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Jean-Guy Vateau ? C'est fondamental. C'est pas nécessairement d'ailleurs une prise en charge médicale d'urgence. C'est pas nécessairement des blessés. Ils sont 14 000 sur une liste qui est centralisée par l'Organisation mondiale de la santé et qui ont besoin de soins qu'ils ne pourront pas obtenir dans la bande de Gaza
quand bien même il y aurait un cessez-le-feu. Le système de santé a été détruit en très grande partie. Donc ces 14 000 personnes attendent une place dans un hôpital, dans un pays sûr, en Égypte, en Jordanie ou dans un pays européen par exemple. Et moi, j'appelle les pays européens, la France donc aujourd'hui, à ouvrir la porte de leurs hôpitaux à ces malades qui sont à Gaza, en danger et surtout en attente de soins. Parmi ces 14 000 personnes, il y en a plus de 5 000 qui sont des enfants. La France l'a fait par ailleurs, mais est-ce qu'il y a aussi cette lourdeur administrative, parfois certains patients empêchés? C'est quelque chose sur lequel vous voulez bien nous en dire plus pour être sûr de bien comprendre quelle est la procédure dans le cadre d'une évacuation d'un process. Comment ça se passe ? Alors, il y a un dossier médical qui est transmis à l'Organisation mondiale de la santé qui se charge de le valider sur des critères techniques. Ensuite, on cherche des pays qui veulent bien accueillir ces patients-là. C'est la première difficulté. Et quand on en trouve, il faut que le gouvernement israélien accepte de laisser sortir ces Palestiniens. La France, vous le rappeliez, fait des évacuations régulières. Mercredi dernier, 180 personnes sont sorties de la bande de Gaza. Parmi eux, un personnel de Médecins sans frontières d'ailleurs, et son enfant, c'est l'enfant qui était gravement malade, et ont été emmenés en France. Mais c'est insuffisant de la part des pays d'accueil, et c'est insuffisant évidemment de la part du gouvernement israélien qui parfois refuse des bons de sortie pour ces malades sans en communiquer les raisons. Jean-Guy Watteau, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ce matin, lorsqu'il détaillait les opérations de largage humanitaire, a aussi réagi à cette enquête en cours autour du cas d'une étudiante palestinienne arrivée mi-juillet en France, qui doit intégrer Sciences Po Lille, qui aurait tenu des propos antisémites sur les réseaux sociaux, qui a annoncé dès lors le gel des évacuations de Gazaouis vers la France. Quel regard vous portez sur cette annonce ? Écoutez, vous me l'apprenez, je suis quand même très surpris. On parle ici d'une population qui est en danger de mort, et on n'exagère pas, elle est en danger de mort à cause des bombardements et à cause des tirs de l'armée israélienne quand elle se rend sur les sites de distribution. Elle est en danger de mort à cause d'une famine qui se répand et qui, vu les quantités de nourriture qui rentrent aujourd'hui par camion ou par avion, cette famine n'est pas prête d'être résorbée. Et donc si on a la possibilité de faire sortir des gens de cet enfer, je pense qu'il faut le faire et certainement pas interrompre ces venues en France ou en Europe pour un cas individuel dont je ne connais rien d'ailleurs. Merci beaucoup Jean-Guy Watteau. Merci d'avoir pris ces minutes pour répondre à France 24. Je rappelle que vous êtes le coordinateur d'urgence de Médecins sans frontières dans la bande de Gaza. Sur le plan diplomatique, la pression internationale se fait de plus en plus forte sur l'État hébreu. Même Berlin, allié le plus fidèle d'Israël en Europe, alerte: la catastrophe humanitaire dépasse l'imagination. C'est ce qu'a dit le chef de la diplomatie allemande. L'émissaire américain est lui à Gaza ce vendredi. Nicolas Chamontin et Charlotte Hughes. Une poignée de main et des sourires entre Steve Witkoff et Benjamin Netanyahou. À Jérusalem, l'émissaire américain discute avec le Premier ministre israélien. Une rencontre productive selon la Maison-Blanche qui annonce une visite rarissime pour un responsable américain. Vendredi, l'envoyé spécial Witkoff et l'ambassadeur en Israël, Huckabee, se rendront à Gaza pour inspecter les sites de distribution d'aide et établir un plan pour acheminer plus de nourriture. Ils rencontreront aussi des habitants pour entendre leurs témoignages sur la situation critique. Donner plus d'aide aux Palestiniens, c'est ce que réclament de plus en plus de pays à Israël, alors qu'un organisme soutenu par l'ONU a récemment documenté la grave famine en cours dans la bande de Gaza. Pourtant soutien fidèle d'Israël, l'Allemagne met en garde l'État hébreu. La catastrophe humanitaire à Gaza dépasse l'imagination. Le gouvernement israélien a le devoir d'autoriser rapidement l'acheminement d'une aide humanitaire et médicale suffisante afin d'éviter une mort massive due à la famine. De son côté, Israël tient le Hamas pour responsable de la crise humanitaire, tout comme Donald Trump, qui qualifie de terrible la situation dans le territoire. Le moyen le plus rapide de mettre fin à la crise humanitaire à Gaza est que le Hamas capitule et libère les otages. Les négociations indirectes entre Israël et le Hamas sont au point mort. Le groupe islamiste assure vouloir les relancer, mais pas avant qu'une aide suffisante n'atteigne la bande de Gaza.
Place à l'analyse maintenant avec vous, Bruno Darroux. Bonjour Bruno, merci. Bonjour Nabia. L'émissaire américain est donc à Gaza. Washington dit que Steve Witkoff est sur place pour inspecter les points de distribution et aller parler aux habitants. Première question d'abord, est-ce qu'on a la certitude que cette visite elle ne sera pas strictement encadrée par les Israéliens? Et est-ce que la pression était devenue très forte sur les Américains, d'où ce déplacement? Ah oui, la visite, elle va évidemment être encadrée par les Israéliens pour des raisons de sécurité, hein, évidemment, d'autant plus que Steve Witkoff, qui est donc l'envoyé spécial de Donald Trump pour le Proche-Orient, il est accompagné de l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, donc ça fait quand même deux personnalités. Il faut évidemment, vu la situation qui a été décrite à l'instant dans la bande de Gaza, il faut évidemment les protéger. Donc, mais l'objectif quand même, symboliquement, il est assez fort. C'est-à-dire que dans la crispation que l'on voit entre les États-Unis et Israël depuis quelques jours, eh bien le fait que l'envoyé spécial du président américain, l'ambassadeur américain, se rendent directement dans la bande de Gaza, rencontrent alors certes des personnels de cette fameuse organisation GHF, mais aussi apparemment vont rencontrer des Palestiniens qui vont leur dire ce qu'est leur quotidien de famine. C'est en subliminal un message quand même envoyé aussi au gouvernement israélien pour dire bon, là il faut vraiment faire quelque chose, changer de braquet. On verra, on n'a pas encore les déclarations de Steve Witkoff, on verra ce qu'il dit, mais on se souvient que la semaine dernière, Donald Trump avait fini par dire oui, il y a une famine qui est en train de se développer dans la bande de Gaza, alors même que quelques heures auparavant, Benjamin Netanyahou avait dit non, on ne peut pas vraiment appeler ça une famine, et avait à nouveau justifier ce qu'expliquait le responsable de MSF avec vous, Nabia. Israël explique qu'en fait, s'il complique, pour dire le moins, l'acheminement de l'aide alimentaire dans la bande de Gaza, c'est parce qu'une fois sur place, le Hamas se saisit de cette aide alimentaire, monétise cette aide alimentaire pour financer son effort de guerre. Ça, c'est l'argument toujours d'Israël, qui est peut-être factuellement vrai en tout ou partie. Je n'en sais rien, personne n'en sait rien. En tout cas, c'est l'argument d'Israël, mais qui est évidemment de plus en plus critiqué. Donc, cette visite, elle intervient dans ce contexte-là, à un moment aussi où l'organisation Human Rights Watch a publié une étude qui met quand même gravement en accusation l'État israélien, qui parle d'un piège mortel délibérément organisé par l'État hébreu, parce que le fait de réduire comme ça le montant de nourriture donné à des êtres humains, ça les réduit un peu à l'état d'animaux effectivement totalement désespérés, totalement affamés, qui se battent, parce qu'effectivement il y a des vidéos, des témoignages qui le montrent, qui se battent tout simplement pour avoir à manger, parce qu'ils sont au bord de l'évanouissement souvent. Donc cette situation créée délibérément, selon Human Rights Watch, par Israël. Les morts qui ont accompagné la mise en place de la fondation, donc qui ne dépend pas de l'ONU, mais qui est américano-israélienne, la GHF. Vous avez cité le chiffre, je crois, il y a eu près de 1400 morts depuis la fin du mois de mai, dont 859 à proximité des sites de cette organisation. Donc Human Rights Watch parle de véritables bains de sang et considère que les meurtres, je cite, les meurtres de Palestiniens en quête de nourriture par les forces israéliennes sont des crimes de guerre. Donc vous voyez, c'est quand même dans ce contexte extrêmement tendu, où Israël est véritablement quasiment mis au banc quand même de la communauté internationale pour une forme d'inhumanité vis-à-vis de ce qui se passe actuellement pour tous les civils de Gaza, que Steve Witkoff se rend sur place, et donc il va être intéressant de voir quel commentaire va être fait, notamment pour l'amélioration, parce que c'est un des objectifs de sa visite, l'amélioration justement des centres de distribution d'aide alimentaire. Mais encore une fois, il faut que les Israéliens, comme le disait le coordinateur de MSF, autorise le passage des camions. Il en faut beaucoup. Les largages, effectivement, c'est toujours mieux que rien. Mais un, c'est très dangereux. Et deux, c'est une goutte d'eau dans l'océan des besoins de ces populations. Sur le plan diplomatique, Bruno, de nombreux États se disent prêts à reconnaître l'État de Palestine en septembre prochain. La France a été la première à donner cette impulsion. Mais il y a néanmoins un débat sur le moment. Est-ce le bon moment? De quelle manière? Sous quelles conditions? Oui.
Ce qui est notable quand même, c'est que cette idée de reconnaissance d'un État palestinien, notamment lancée par la France, qui semblait un peu au départ totalement irréaliste, hors sol, aucune chance d'aboutir, bon, finalement, eh ben c'est en train de prendre de l'ampleur. Pour preuve d'ailleurs les réactions de Donald Trump. Quand il y avait simplement la France qui avait pris cette décision, il avait réagi, il avait dit « Oh, les déclarations d'Emmanuel Macron, ça n'a pas beaucoup de poids ». Et là, maintenant, il exprime son mécontentement et son désaccord. Pourquoi ? Parce que depuis la France, il y a eu le Royaume-Uni, très important, ancienne puissance mandataire en Palestine jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, la Grande-Bretagne a mis des conditions, mais pour Israël, si Israël ne remplit pas ces conditions, il est fort probable qu'elle ne les remplisse pas, eh bien, elle va reconnaître. Le Canada, donc vous avez quand même 3 pays du G7. Parce qu'auparavant, il y avait déjà plus de 140 États qui avaient reconnu la Palestine, sur un total de 193. Mais là, disons, c'est des États importants qui font partie du G7. La France et le Royaume-Uni, en plus, sont au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc évidemment, ça change la donne. Bon, il y a le Portugal aussi qui vient d'annoncer ça. Donc là, c'est une très forte pression et sur Israël et sur les États-Unis. C'est-à-dire que la question maintenant, c'est est-ce que les États-Unis vont rester fermes dans leur soutien à une non-reconnaissance de l'État palestinien. Alors le débat effectivement porte beaucoup sur le timing. Certains disent mais non, mais avant de reconnaître un État palestinien, il faut d'abord un cessez-le-feu, la fin de la guerre, la libération des otages, le désarmement du Hamas, et là ça pourrait avoir un sens. C'est ce que disent les Allemands. Ils disent mais il faut commencer le processus quand même. Et puis d'autres comme la France qui disent non, on peut plus attendre. Comme certains au sein du gouvernement israélien sont en train de tuer l'idée même de la perspective d'un État palestinien, il faut instaurer ce rapport de force pour permettre une perspective politique après la fin de la guerre. Et bien sûr, il faut obtenir les différents éléments que j'ai évoqués, notamment avec la France, qui souligne quand même que l'élément important, c'est que les pays arabes reconnaissent que le Hamas doit être désarmé et ne doit pas participer à la future gouvernance des territoires palestiniens. Merci beaucoup Bruno. Merci pour ces éléments.